et comment les troubles de la posture peuvent être d'origine purement dystonique. Vous voyez un peu, quand il est en condition off, DOPA, comment la posture de ce malade, qui est en rétroversion, en latéro-inclinaison. La marche paraît extrêmement akinétique, mais je crois qu'elle est en partie et surtout très très dystonique. Vous allez voir quand on le met en position, vous voyez, c'est ce trouble postural qui est un trouble postural purement de off. Non, redressez-vous. Quand on fait le test au lit, la kinésie n'est pas si grave que ça, donc il s'agissait donc essentiellement d'un trouble dystonique, et vous voyez que quand le malade est sous traitement, le trouble postural, la marche, est parfaitement corrigé. Donc, les troubles de la posture sont des troubles qui sont parfois DOPA résistants, mais ça peut être aussi des troubles DOPA sensibles, et les contrôles dopaminergiques de la posture ne sont pas totalement négligeables. Quelques pas et vous revenez vers moi. D'accord, revenez. Alors, je vais maintenant parler d'un trouble de la marche qui est un petit peu, qui est tout à fait particulier, qui est le freezing de la marche. Donc le freezing, c'est un trouble, je vous montrerai une vidéo, mais je ne peux pas l'inclure dans la présentation. C'est donc ce piétinement à la marche, cet enrayage cinétique. Le patient piétine sur place, est incapable de marcher en avant. Je ne suis pas très bon en mime, enfin je crois que vous l'avez tous vu, et vous savez que ça peut être à l'origine de chute. Le freezing est un trouble qui est reporté dans les séries pour être présent dans environ 10% des cas. Ce qui, moi, me semble bizarre, en tout cas, peut-être un freezing de purement de mais j'ai eu quand même assez peu de patients freezers en tout début de maladie. Mais vous voyez que de façon très très rapide, l'incidence et la prévalence du trouble va augmenter de façon très rapide. Et à 10 ans, plus de la moitié des malades ont du freezing. C'est corrélé à l'atteinte axiale, aux autres signes axiaux et au syndrome dysexécutif, donc aux performances cognitives. Les circonstances d'apparition, par ordre de fréquence, le demi-tour, et quand on veut dépister un freezing au début, il faut faire plusieurs fois d'affilée le malade, vous le faites marcher 2-3 pas, faites demi-tour, refaites demi-tour, et c'est comme ça qu'on arrive souvent dans les bureaux pas trop grands, qu'on arrive à le mettre en évidence. Ça peut être au démarrage, ça peut être lors du franchissement d'espaces étroits, en particulier des portes, et vous savez que ça peut être associé de façon extrêmement proche au phénomène de festination, c'est-à-dire de course en avant. Il ne faut pas sous-estimer le rôle des facteurs émotionnels, de stress et de division attentionnelle sur le freezing. Et encore une fois, c'est très important, et ce matin, vous avez insisté tout à fait justement sur la composante psychologique et cognitive de la prise en charge en rééducation de ces malades. C'est amélioré par les indices visuels, comme la marche à petits pas, et c'est amélioré donc par les modifications attentionnelles ou à la montée d'un escalier. C'est non spécifique de la maladie de Parkinson, ça se voit encore plus fréquemment dans les syndromes parkinsoniens atypiques, et puis ça se voit dans des syndromes non parkinsoniens, comme dans l'hydrocéphalie à pression normale. La réponse à la lévodopa est variable. Il faut néanmoins toujours la tester en maximisant les traitements dopaminergiques, parce qu'avant d'affirmer qu'un trouble de la marche ou qu'un freezing est dopa résistant, on est peut-être simplement au-dessous du seuil, et il faut vraiment parfois aller très, très haut pour améliorer. Et en sachant que parfois on peut aussi l'aggraver, ça peut être une dyskinésie de pic de dose. Et enfin, il faut savoir, et on y reviendra, que ce freezing peut rester isolé, sans autres signes parkinsoniens, et c'est ce qu'on appelle le freezing progressif primaire de la marche. Alors la physiopathologie, elle est complexe, et je crois qu'aujourd'hui on ne la connaît pas vraiment. L'idée, ça pourrait être que c'est une akinésie paroxystique, c'est-à-dire c'est un phénomène de blocage moteur, à force de réduire l'enjambée, on ne la produit plus. Il est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une hypothèse d'une dysfonction du contrôle rythmique, c'est-à-dire que ces phénomènes de compensation que sont le contrôle de la cadence, à des moments, sont dépassés, n'arrivent plus à compenser, et il y a certainement une atteinte quand on arrive à des phénomènes de lésions hors les ganglions de la base qu'on voit apparaître ces troubles. Il y a beaucoup d'études qui se sont intéressées à la période de pré-freezing, et qui ont d'ailleurs documenté cette augmentation, cette espèce d'emballement de la cadence qui va déboucher sur la survenue du freezing. Alors il y a d'autres approches, c'est la symétrie entre les deux membres inférieurs, la notion de variabilité, en particulier temporelle, c'est-à-dire plus il y a de variabilité d'un cycle à l'autre, plus le freezing est fréquent, et enfin des hypothèses concernant des phénomènes de co-contraction, et des équipes qui ont fait des parallèles avec des tremblements ou des myoclonies
posturale pourra expliquer ce trouble, mais on est encore quand même très très loin de la solution. Ce qu'on sait, c'est que les lésions peuvent se situer à 3 niveaux, dans le noyau codé, dans le circuit pariétal postérieur et dans le cortex orbitofrontal, et quand on a une perte neuronale, en particulier des projections cholinergiques dans le pédoculopotin, c'est-à-dire des structures qui sont impliquées soit dans l'intégration sensorimotrice, soit dans les circuits de la motivation. Alors j'irai 2 mots, parce que là je commence à être un peu long sur les syndromes parkinsoniens atypiques. Donc on en a parlé, atrophie multisystème, dégénérescence corticobasale, démence à cordes Lévy et paralysie supranucléaire progressive. Le déficit central, là aussi, il s'agit de marches hypokinétiques, mais elles ne sont pas spécifiques, parce que, enfin, le déficit cardinal est là, mais ça va être des syndromes parkinsoniens plus ataxie, plus apraxie à la marche, plus troubles cognitifs, plus syndrome pyramidal, bien sûr, en fonction des syndromes. L'évolution est, au niveau posturo-locomoteur, incontestablement plus sévère. Encore une fois, un malade qui en quelques années est un fauteuil, ça n'est pas une maladie de Parkinson idiopathique. Et la dopasensibilité est incomparablement plus faible dans la MSA ou dans la démence à cordes Lévy, voire nulle, en particulier dans la PSP. Et alors là, il y a un drapeau rouge vraiment énorme, hein, c'est les chutes, les chutes précoces. C'est vraiment un signe de remise en cause de la maladie, et ça évoque tout de suite soit une PSP, soit une DCB, soit une MSA, et par ordre de fréquence décroissant. Et regardez les délais dans ces maladies entre le début des signes moteurs diagnostiqués et la première chute. PSP 6 mois, MSA 24 mois, maladie de Parkinson idiopathique 118 mois. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans les mêmes registres. Alors 2 mots, MSA c'est la plus fréquente dans les formes cérébelleuses, donc il y a une ataxie qui s'associe. Ce qu'il faut souligner, c'est du freezing. Je vous dirai 2 mots de ce phénomène qui est la pure akinésia avec gate freezing. Alors il y a plusieurs entités dans la littérature, ce freezing isolé à la marche, akinésie pure avec freezing de la marche, ou freezing de la marche progressive primaire. Je crois que tout ça est un peu la même chose. Ce sont des malades qui se présentent avec un freezing quasiment isolé à la marche, qui peut également toucher la parole et quelquefois l'écriture. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de tremblement, il n'y a pas d'hypertonie, il n'y a pas de trouble cognitif, il n'y a pas d'anomalie de l'oculomotricité, et on met la barre au moins à 5 ans. Mais en fait, quand même, quand on évalue et qu'on y fait des études post-mortem, dans l'immense majorité des cas, ce qu'on retrouve à l'autopsie, ce sont des anomalies de type PSP. C'est-à-dire c'est probablement quand même dans la grande majorité des cas des formes partielles de maladies de style Richardson. Il y a 1 ou 2 cas, je crois, autopsiés où on a mis en évidence des cordes Lévy. Donc je crois que ce qu'on peut regrouper, c'est tout ça sur l'idée d'un freezing progressif primaire qu'il faut observer longtemps en sachant qu'ils peuvent évoluer tardivement vers une paralysie supranucléaire progressive. Alors la prise en charge thérapeutique, traitement médicamenteux, il ne faut pas le sous-estimer. Hein. Un certain nombre de troubles sont très longtemps dopasensibles, en particulier les troubles de la marche. Le freezing, encore une fois, vérifier l'absence de troubles de haut seuil, faire attention aux aggravations paradoxales. Pour les chutes, peut-être essayer les anticholinesterasiques. Enfin, il faut bien avouer que quand on est au stade tardif, on est quand même en échec thérapeutique quasi constant. Et c'est là où parfois trop tardivement on se réveille, on se dit peut-être qu'il faudrait avoir recours à la réadaptation fonctionnelle. Je crois qu'on a bien compris ce matin qu'il faut y avoir recours beaucoup plus tôt et que cette réadaptation fonctionnelle bien sûr doit être adaptée au stade d'évolution de la maladie, mais c'est évidemment pas moi qui vais vous apprendre quoi que ce soit à ce sujet. La neurostimulation, grâce à l'orateur précédent, je crois que c'est un chapitre que je peux très largement passer. Je vais juste rajouter une diapo par rapport aux différentes techniques dont on vous a parlé. Donc, globalement, ce qui échoue avec la lévodopa, la stimulation du sous-thalamique échouera, et parfois même peut l'aggraver, et c'est donc quelque chose dont on est tous extrêmement vigilants. On sélectionne vraiment les malades sur l'existence des signes axiaux, et dès qu'on a un doute sur des signes posturolocomoteurs qui sont dopa-résistants, en général, on ne va pas à l'opération dans les noyaux sous-thalamiques. Et c'est vrai que l'équipe de Rennes réintroduit l'intérêt du GPI. Je crois que c'est vraiment une cible qu'on pourra, dans les cas limites, on pourra peut-être garder quelques malades dans cette indication.
le noyau pédonculopontin. Je crois qu'aujourd'hui, ça reste encore une cible en cours d'évaluation. Alors ça, je la mets parce que c'est assez drôle, parce que vous savez maintenant, il suffit qu'il y ait une équipe qui publie dans un journal un papier sur la souris, la libellule ou ce qu'on veut. C'est pris c'est diffusé dans la grande presse. Il y a des articles, Le Monde, Le Figaro, Paris Match. Et vous avez ensuite, pendant 2 à 3 mois, les patients qui viennent vous demander quand est-ce qu'on me fait. Là, c'est en l'occurrence de la stimulation des cordons postérieurs de la moelle épinière. Donc, il y a eu un article qui était un article intéressant, mais pour le moment, en tout cas, pour ceux qui l'ont essayé, il y a une toute petite étude qui a été publiée chez l'homme, ça ne produit strictement aucun effet. Et je crois que là, vraiment, tous les médecins et toutes les professions de santé, et je crois aussi les associations de malades, doivent toujours refroidir parfois l'enthousiasme qui est suscité par la grande presse aujourd'hui, et je regrette parfois que certaines équipes aient tendance à communiquer très très tôt sur les résultats expérimentaux qu'ils ont. Alors en conclusion, et je vous passerai juste à la fin un exemple de freezing primaire de la marche avant de terminer complètement. Donc les troubles de la marche et de la posture sont constants, ils sont très polymorphes et dépendent beaucoup du stade de la maladie. La physiopathologie reste mal connue, mais vous voyez que le rôle de la proprioception avec plutôt une dépendance visuelle et plutôt une sous-utilisation ou une mauvaise intégration des informations proprioceptives, ça reste un domaine qu'il faut avoir en tête dans la prise en charge de ces malades. On a encore une petite inconnue parce qu'elle est mal étudiée, c'est le contrôle et les fonctions vestibulaires qu'on a peu étudiées dans cette maladie. Ces troubles posturolocomoteurs jouent un rôle majeur dans le handicap et dans la qualité de vie des malades au stade tardif. Et c'est vraiment, bon, ça signe en général la fin de vie, en sachant que dans les stades très évolués, tous les traitements médicaux et chirurgicaux sont en échec. Alors, juste pour conclure, je vais vous montrer un freezing primaire de la marche dans une forme qui est une forme extrêmement grave. Non, c'est pas ça. Je l'ai mis juste avant. Ah oui, voilà. Non, c'est pas celui-là, excusez-moi. On a fait demi-tour. Pourtant, je l'ai glissé il y a 2 secondes. Mystère de... Bon. Écoutez, il y a un mystère. Cette vidéo s'est évaporée pendant la pause. Dernière tentative, si je... Oui, le voilà. C'était résolu. Donc voilà, vous voyez, c'est un patient qui n'a, vous pouvez me croire sur parole, aucun autre symptôme hypertonique ou actinitique au membre supérieur. Et donc vous voyez ce freezing répété. Alors là, c'est un freezing extrêmement grave puisque les enrayages cinétiques surviennent en marche stabilisée. On est donc déjà à un stade extrêmement évolué. Donc vous voyez qu'il y a quelqu'un qui le tient en permanence, c'est un malade qu'on lâche, qui plonge vers l'avant. Donc c'est une forme de freezing très démonstrative. C'est un patient qui a 65 ans, je crois qu'il y a 3 ans d'évolution d'un freezing, d'un trouble de la marche pure. Il a un tout petit freezing de la parole, il n'a pas d'akinésie au membre supérieur, mais vous voyez le demi-tour est catastrophique. Et le freezing est permanent. C'est donc un freezing qui reste isolé comme ça, et c'est une des indications actuellement pour lequel Grenoble teste la stimulation du pédonculopontin, indépendamment là d'ailleurs d'une stimulation parallèle dans les noyaux sous-thalamiques. Vous voyez, donc là on lui demande de mettre les pieds dans les bandes. J'ai fait équiper l'ensemble de la timone de bandes contrastées au sol, et ce qui me rend beaucoup service. Et vous voyez que malgré tout, rien qu'avec les indices visuels, c'est le seul moyen de le faire marcher. Voilà, je vous remercie beaucoup.